Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont condamné ce mercredi les flux continus d'armes et de combattants terroristes étrangers en Libye. Dans ce pays, le processus politique est dans l'impasse. Les États-Unis ont nommé ce mercredi un émissaire spécial pour la crise au Soudan. Pendant ce temps, le mouvement de contestation exige des garanties internationales avant tout accord avec les militaires. Le procès des assassins présumés de 2 jeunes touristes scandinaves décapités en décembre dans le sud du Maroc a repris ce jeudi à Salé, près de Rabat, ce après les aveux des principaux suspects. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont condamné ce mercredi les flux continus d'armes et de combattants terroristes étrangers en Libye. Dans ce pays, le processus politique est dans l'impasse depuis le début de l'offensive début avril du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. Images et son. Nous condamnons l'afflux continu d'armes en Libye de la part d'acteurs régionaux et d'autres. Cela en contradiction flagrante avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela ravive le conflit et empire la souffrance du peuple libyen. Les chefs de la diplomatie de ces 3 pays voisins se sont à nouveau réunis à Tunis pour discuter du développement de la situation en Libye voisine. Ils ont exprimé aussi leur profonde préoccupation des flux des combattants terroristes étrangers en Libye. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées au profit des camps rivaux, dont les forces loyales au gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj, reconnues par la communauté internationale en dépit de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Dans un récent rapport, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler cet embargo a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar sont toujours bloquées aux portes de Tripoli. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé au 9 juin, 653 personnes ont été tuées depuis le début de cette offensive sur Tripoli, dont 41 civils et 3547 blessés, parmi lesquels 126 civils. D'après l'ONU, les combats ont aussi fait 91 000 déplacés. Les États-Unis ont nommé ce mercredi un émissaire spécial pour la crise au Soudan afin de trouver une solution pacifique à cette crise. Pendant ce temps, le mouvement de contestation exige des garanties internationales avant de mettre en œuvre tout accord avec les généraux au pouvoir. Les détails. Après le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui est allé dans la capitale soudanaise le 7 juin dernier, c'est au tour des États-Unis de tenter d'œuvrer à une médiation afin de trouver une solution politique et pacifique. À cette fin, le département d'État a annoncé la nomination d'un émissaire spécial pour la crise au Soudan, l'ex-diplomate Donald Boff, qui est arrivé ce mercredi à Khartoum avec le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne avait annoncé ce mardi que les 2 camps avaient accepté de prochainement retourner à la table des négociations. Mais selon un responsable de l'Alliance pour la liberté et le changement, le fer de lance du mouvement de protestation, il y a des préalables. Nous avons convenu que tout accord doit être conclu par l'entremise d'une partie tierce. Nous n'avons pas confiance dans le Conseil militaire. C'est ce que l'expérience nous a montré pendant 2 mois consécutifs à travers des promesses qui ne sont pas tenues et retardées afin de ne parvenir à aucun accord. Nous disons que tout accord doit inclure des garanties régionales et internationales. Et nous ne devrions discuter que d'un accord qui nous mènera à notre proposition de gouvernement civil sans discuter d'aucune autre question. Les pourparlers entre les 2 camps avaient été suspendus le 20 mai, chaque parti voulant diriger la future instance censée mener la transition pendant 3 ans. Outre les États-Unis et les pays africains voisins, plusieurs États arabes suivent de près la situation au Soudan.
Au Mali, le Conseil des ministres a procédé à la révocation du gouverneur de la région de Mopti. Le général Sidi Alassane Touré vient ainsi de payer le prix de l'attaque du village de Sobameda. Les autorités maliennes ont limogé ce mercredi le gouverneur de la région de Mopti dans le centre du pays. Ce limogeage du gouverneur Alassane Touré est la première mesure prise par le pouvoir de Bamako en Conseil des ministres ce mercredi, à la suite de l'attaque terroriste perpétrée lundi dernier contre les populations du village de Sobané dans la commune rurale de Sanga, cercle de Bandiagara, région de Mopti. Si le communiqué officiel ne donne pas trop de détails sur les fautes commises, on peut penser qu'étant le représentant de l'exécutif dans la région du centre, il est considéré comme celui qui devait prendre toutes les dispositions afin d'éviter la répétition du drame. Selon un dernier bilan des autorités, cette attaque a fait 35 morts, dont 24 enfants. Or, les premiers chiffres faisaient pourtant état de 95 morts. Par ailleurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Rappelons que quelques heures après cet acte macabre, les voix se sont levées pour réclamer la tête du gouverneur Alassane Touré. En République démocratique du Congo, près de 300 jeunes du parti de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, mettent en garde les partisans du président Félix Tshisekedi. Ils entendent donc protéger les responsables et les élus de la majorité parlementaire pro-Kabila contre donc ces jeunes du parti présidentiel. Plus de précisions à travers ces images. Des manifestants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, coiffés de bérets rouges ou de foulards jaunes noués autour de la tête, ont manifesté à l'endroit précis où 2 jours plus tôt, des partisans du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, avaient brutalisé des élus de la majorité. Nous mettons en garde l'UDPS par rapport à cette barbarie. Nous ne sommes pas des violents, mais nous leur disons ceci, que trop c'est trop et qu'ils cessent le plus tôt possible. À leur retour, des heurts ont éclaté sur la route qui mène vers le quartier Limité, fief de l'UDPS qui abrite aussi le quartier général national de la jeunesse du PPRD. Il y a un fonds politique, c'est le PPRD. Le PPRD est champion des cabales. C'est le PPRD qui a fait ça. De la même façon qu'ils ont fait ça en 2016, ils ont attaqué les permanences de l'UDPS. Ce mardi à Lubumbashi, dans le sud-est, des combattants de l'UDPS avaient saccagé le siège du PPRD, selon plusieurs témoignages. Ces tensions ont éclaté alors que la coalition parlementaire pro-Kabila et celle favorable au président Tshisekedi peinent à se mettre d'accord sur de nombreux sujets, dont la composition du prochain gouvernement. L'opposant Martin Fayulu n'a pas manqué de pointer la responsabilité de tous les écueils du pays. Monsieur Félix Tshilombo et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les 2 grands principes de vie en République démocratique du Congo. À l'issue des élections générales de décembre 2018, qui avaient donné l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle, les pro-Kabila avaient gagné la majorité écrasante des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales et à la direction des provinces. Je l'annonçais en titre, le procès des assassins présumés de 2 jeunes touristes scandinaves décapités en décembre dans le sud du Maroc a repris ce jeudi à Salé, près de Rabat, après les aveux des principaux suspects sur leur rôle respectif dans la tuerie. Louisa Vesterhage Jespersen, étudiante danoise de 24 ans et son amie Maren Hollande, norvégienne de 28 ans, ont été assassinés au nom du groupe djihadiste État islamique alors qu'elles campaient sur un site isolé avant une randonnée en montagne dans le Haut Atlas.
Le procès des 24 prévenus soupçonnés d'appartenir à la même cellule djihadiste se tient tous les 15 jours devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé depuis le 2 mai. Le chef présumé, Abdel Samad Edjoud, un repris de justice devenu imam hors du champ religieux contrôlé par l'État marocain, a reconnu lors de la dernière audience avoir assassiné une des 2 touristes au nom de l'État islamique. Pendant son interrogatoire, ce marchand ambulant de 25 ans a admis avoir organisé l'expédition meurtrière avec Younes Wazinad et Rachid Afati, tous natifs de la région de Marrakech. Waziad a pour sa part reconnu avoir décapité la seconde touriste, tandis qu'Afati a admis avoir filmé le double meurtre. Des images de la décapitation avaient été diffusées par Edjoud sur les réseaux sociaux avant la diffusion d'une vidéo de serment d'allégeance à Daesh, acronyme en arabe de l'État islamique. Un 4e homme, Abderrahim Kayali, a confirmé avoir accompagné le trio meurtrier dans le Haut Atlas et être parti avant la tuerie. Devant le tribunal, il a dit avoir renoncé après avoir eu des remords. Le tribunal doit entendre leurs complices présumés, parmi lesquels Kevin Zoller-Gervos, un hispano-suisse installé au Maroc après sa conversion à l'islam. Les meurtriers avoués risquent théoriquement la peine de mort, toujours prononcée au Maroc, même si un moratoire est appliqué de facto depuis 1993. Au Togo, pour finir, les conditions d'exportation de produits agricoles et agroalimentaires vers l'Union européenne ont fait l'objet d'une rencontre. C'était ce mercredi dans la capitale togolaise. Plusieurs communications ont enrichi cette assise en prélude au premier forum économique Togo-Union européenne qui se tient les 13 et 14 juin à Lomé. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé, pour le reportage. Exigences applicables à l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires vers le marché de l'Union européenne. Filière fruits et légumes, Togo, Union européenne, un développement durable dans un système de mesures sanitaires et phytosanitaires exigeants. Sont entre autres communications présentées en agriculture au Togo mercredi, ceci en prélude au premier forum économique Togo-Union européenne qui a lieu les 13 et 14 juin à Lomé. Ce que nous cherchons ici aujourd'hui dans cet atelier, nous avons fait venir plusieurs spécialistes européens de la question qui vont expliquer aux agriculteurs, aux producteurs togolais quelles sont ces normes, comment essayer d'adapter leurs produits, de mieux soigner leurs produits pour être sûr qu'ils puissent exporter en Europe. Mais également, nous allons présenter des opportunités de financement et d'appui pour aider les producteurs à respecter ces normes. Cette rencontre pré-événement entre les acteurs agricoles et les opérateurs économiques en agriculture togolais et européens, présidée par le ministre togolais de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, s'est déroulée autour du thème « Les conditions d'exportation des produits agricoles et agroalimentaires sur le marché européen et les opportunités de financement ». Nous ambitionnons de pouvoir atteindre ces standards afin de faire du Togo un pays à marque de qualité. C'est une présentation par vidéoconférence sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui a mis fin aux communications de cette conférence pré-événement sur l'agriculture au Togo. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.